Bonjour, je me présente, je suis Patrice Dalix, architecte. Je me suis spécialisé dans l'habitat à coût modéré en réalisant des logements sociaux en France et en effectuant de fréquentes missions de courte et de longue durée qui concernent des questions d'habitat du plus grand nombre dans une dizaine de pays en développement. Pouvez-vous nous présenter l'objectif de vos chroniques ? Régis Debray l'a très bien résumé en écrivant que ces chroniques renseignaient beaucoup mieux que les rapports très abstraits sur la coopération. En fait, j'ai commencé à écrire ces chroniques pour raconter des situations exotiques et cocasses dans lesquelles je me suis trouvé durant ces missions, comme je donnais 4 exemples. À Cuba, j'ai rencontré le vieil homme centenaire du Vieux homme et la mer, d'Hemingway, et ce vieil homme m'a très bien reçu cette nuit chez lui. Il avait, à l'époque, je crois qu'il devait avoir 101 ans. Autre exemple, à Alger, la réunion avec un fonctionnaire russe des Nations Unies qui m'avait offert un verre de whisky après y avoir ajouté une substance pour me tirer les verres du nez sur des négociations de contrats en cours. Autre exemple, à Tunis, j'ai été mis dans un cachot par des policiers car avec des étudiants, je visitais le quartier de Ibn Khaldoun. Enfin, au Cambodge, avec mon épouse, j'ai été attaqué durant la nuit par des Khmers rouges dans le petit hôtel dans lequel nous nous trouvions, et on a cru pendant un moment peut-être mourir, ou en tout cas être pris en otage. Puis au fur et à mesure que j'écrivais, je me suis rendu compte que ces chroniques pourraient être utiles pour de jeunes professionnels, futurs coopérants, ou toutes sortes de voyageurs. Les nombreux ouvrages, thèses, rapports et sites qui parlent de coopération sont essentiellement institutionnels et techniques. Ces ouvrages parlent souvent doctement de projets de coopération sans que leurs auteurs aient vraiment travaillé eux-mêmes sur ces projets. Alors, ces ouvrages n'abordent jamais les questions d'ordre humain, psychologique ou éthique auxquelles est confronté un coopérant. Cela nécessite des attitudes pouvant être réunies sous la forme ou sous les termes d'intelligence sociale et de pensée pratique, jamais abordées dans les ouvrages théoriques. Donc, par une approche phénoménologique, la seule ambition de cet ensemble de chroniques est d'essayer d'apporter, grâce à mon vécu dans une dizaine de pays du Sud, des petites touches qui permettront de mieux comprendre pourquoi ces attitudes sont nécessaires pour la réussite d'un projet de développement. Pouvez-vous nous préciser à qui s'adressent ces chroniques ? Ces chroniques s'adressent aux futurs coopérants, mais aussi aux voyageurs, aux touristes et à l'expatrié qui est amené à se poser des questions. Parmi lesquelles, alors c'est des questions, qu'est-ce qu'un coopérant? Quelle est la différence entre ONG, coopération bilatérale, coopération multilatérale ou coopération décentralisée? Que signifient les sigles ou acronymes abusivement utilisés dans les programmes de développement, tels que PNUD, ONUDI, UNCH, AFD ou BAD? Patrimoine mondial d'humanité n'est-il qu'un label? Qu'entend-on par bidonville, dégourbification ou résorption de quartiers d'habitat spontané? Qu'entend-on par autoconstruction, utilisation des ressources locales ou tontine? Voilà les questions auxquelles j'essaye non pas de répondre complètement, mais de donner des petits éléments qui, au lecteur, peut lui permettre de mieux se diriger à l'intérieur de ces méandres. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous n'avez pas écrit ces chroniques à la première personne, alors que manifestement vous puisez dans votre propre expérience? Alors, j'ai commencé à écrire à la première personne, mais rapidement cela tournait aux confessions. Évidemment, je ne suis pas Saint-Augustin ou Jean-Jacques Rousseau. D'autant plus que mon propos n'était pas de faire de l'introspection en décrivant et analysant le personnage principal, c'est-à-dire moi-même, mais de décrire diverses situations et environnements dans lesquels un coopérant peut se trouver. C'est un petit peu comme dans les bandes dessinées de Tintin. Ces bandes dessinées ont passionné et passionnent encore des générations entières parce qu'elles décrivent des situations et des personnages secondaires et non pas parce qu'elles décrivent le personnage principal, c'est-à-dire Tintin, qui lui est pratiquement neutre et sans épaisseur psychologique. Quand j'ai commencé à écrire à la troisième personne, il me fallait un prénom.
C'est alors celui de Paul que j'ai choisi, mais je l'ai vraiment choisi instinctivement. Mais alors, pourquoi avez-vous choisi le prénom de Paul? Ah, c'est peut-être parce que, adolescent, j'ai été impressionné par les histoires de l'oncle Paul, qui, chaque jeudi, en 4 pages de bande dessinée, dans le journal Spirou, racontait la vie édifiante d'un grand homme. Plus sérieusement, c'est sans doute parce que Saint Paul, comme l'écrit Badiou dans son livre Saint Paul, la fondation de l'universalisme, a cru en l'universalité de l'être humain. L'action d'un coopérant devrait aussi aller dans ce sens. C'est aussi parce que, comme chez Saint Paul, la pensée pratique est indispensable pour qu'un coopérant mène à bien son action. Pour réussir, un projet de coopération doit quotidiennement adapter ses idées théoriques à la pratique quotidienne. Voilà, ce que je viens de dire peut paraître sérieux, mais j'espère que ces chroniques le seront moins si vous avez envie de les lire.